Bonjour à tous et à toutes. Bienvenue pour cette conférence de presse qui traite du marché immobilier résidentiel ancien en Île-de-France et plus particulièrement du troisième trimestre 2025. Qu'en est-il? Si on devait un peu titrer, en résumé, de volumes certes limités, mais des prix stables, et si cela devait être désormais les nouvelles normes du marché immobilier francilien. Alors, ce marché est marqué par une progression sensible, plus 13% sur un an. On se réjouit évidemment d'un signal qui est plutôt positif, qui est donné sur ce marché. On regrette néanmoins, encore une fois, la faiblesse du chiffre, 35 170 transactions enregistrées en ce troisième trimestre 2025. Que font-ils les vendeurs? Ils sont plutôt attentistes, ils sont peut-être aussi inquiets que vous et moi. Face à des annonces civiles et fiscales qui sont peu encourageantes à investir dans ce marché, on a des acteurs qui peinent à reprendre confiance en l'immobilier. On s'interroge d'ailleurs sur le fait que ces volumes limités soient encore une fois le nouveau paramètre du marché francilien. Peut-être que c'est à nous de nous adapter et à voir cela autrement. Il en est de même au niveau national d'ailleurs. On a enregistré 921 000 transactions sur 12 mois. Rappelons que le point le plus faible, le plus bas, était en septembre 2024 avec 832 000 transactions enregistrées, sensiblement même chiffre qu'en septembre 2016. Quant au prix, il demeure stable, c'est plutôt bon signe, ça veut dire qu'on a des vendeurs qui sont plus résilients. On note plus 0,4% en un an. Ça renforce évidemment la conviction du vendeur à vendre et peut-être ne pas attendre les mauvais jours qu'on a pu connaître en septembre 2024. Alors, que dire sur ce constat? Eh bien, pour la première fois depuis de longs trimestres, on a une lueur d'espoir qui s'amoncelle avec une redynamisation de l'activité et c'est tant mieux. On ne peut pas affirmer qu'une reprise s'est amorcée ou alors c'est être vraiment très optimiste parce que le nombre des transactions enregistrées est limité et le contexte surtout reste fragile. Pour avoir une consolidation progressive, telle qu'on l'a aujourd'hui, on a pu constater qu'il y avait deux facteurs, peut-être deux remarques à faire, deux éléments particuliers. D'abord, il faut un contexte financier plus favorable, le nerf de la guerre, ce fameux taux d'intérêt de la banque. Eh bien, on a pu noter qu'il avait légèrement baissé, mais ça a suffi à amorcer ce petit regain, avec 3% en fin d'année. En août 2025, on a eu un taux d'intérêt qui était donc à 3%. En septembre, il est à 2,97. Alors peut-être que cette inflexion pourrait se poursuivre et ce sera encore un meilleur signe. En tout cas, ce qu'on peut noter, c'est que les instructions des dossiers par nos banquiers sont plutôt favorables. On a peu de refus de crédit et de ce qu'on a pu noter, nous les notaires de l'Île-de-France, c'est qu'on a noté peu de refus et de nouveaux des crédits relais qui arrivent. Ça veut dire une marque de confiance dans ce marché immobilier. Forcément, si on améliore la solvabilité de l'acquéreur, on va améliorer le volume des transactions. Le deuxième argument et l'élément important, c'est la stabilité des prix. Alors, soit les vendeurs se sont adaptés à la demande et ont fait leur deuil des prix post-Covid qui s'étaient envolés, avouons-le, soit parce que le vendeur est contraint de vendre et on a coutume de dire qu'il y a 4 fameux D que sont le décès, la dette, le divorce et la fameuse note du diagnostic de performance énergétique. Et on a pu voir dans nos offices que la dette malheureusement prenait le relais sur les contraintes, avec des ventes forcées dites amiables, la fameuse vente où le juge accorde les parties à vendre d'abord à l'amiable avant de vendre aux enchères publiques, c'est-à-dire par voie judiciaire. Affirmer qu'une telle reprise va perdurer de façon astronomique, là c'est vraiment être très très optimiste. En tout cas, je le répète, l'instabilité ambiante est peu encline à deviser avec certitude. On a 4 points qui nous permettent de l'affirmer. Tout d'abord, l'instabilité politique, 5 gouvernements en 3 ans, qui génèrent un message fort de crainte des investisseurs particuliers qui, disons-le, ont déserté le marché. D'autres acteurs ne sont plus vraiment là, les marchands de biens, les promoteurs qui ne parviennent pas à se projeter, avec des mesures législatives, réglementaires ou encore fiscales, toujours plus contraignantes et surtout de moins en moins lisibles, complexifiées. L'OAT, à 10 ans, dicte un maintien des taux d'intérêt plutôt bas, mais il est à craindre que le contexte international, particulièrement anxiogène, génère un manque de lisibilité à très court terme. Parlons clairement des États-Unis. Ainsi, c'est le secondo-accédant qui a l'air d'être vraiment l'acteur principal de ce marché immobilier francilien. Il bénéficiait auparavant d'un taux d'intérêt à 1%,
sur sa précédente acquisition. Aujourd'hui, s'il veut vendre, il va être contraint d'emprunter à 3% ou plus. Il préférera certainement soit retirer son bien de la vente, soit se maintenir dans les lieux, au risque de payer la taxe sur les logements vacants ou le donner en location. Quatrième élément qu'on a pu noter, c'est un climat géopolitique inquiétant. Les acteurs préfèrent se retourner vers des investissements ou des marchés plus liquides. On a pu voir comme en temps de guerre l'envolée de la prix de l'or, ou alors des marchés dont la lecture comptable et fiscale est plus simple. On n'ignore pas que l'augmentation de la taxe départementale a forcément joué sur ce marché immobilier. La surprise de la non-déductibilité des amortissements sur certains types de locations n'a pas aidé non plus. Et donc, le vendeur préférera peut-être un autre marché, celui dont la disponibilité des liquidités est quasi immédiate, autrement dit, disons-le, un placement boursier. Passé ces propos introductifs, parlons chiffres et voilà ce que l'on a pu remarquer sur le volume des transactions dans les logements anciens en Île-de-France, troisième trimestre 2025. Comme vous le voyez, les volumes de transactions anciens ont progressé de 13% en un an et de 5% en 2 ans. Voilà 2 notes positives qu'on n'avait pas coutume de voir. Ils sont loin, c'est sûr, des volumes du troisième trimestre 2022, 48 000 ventes, rappelons-le. Alors, il pourrait s'agir d'une nouvelle norme qu'il faudrait considérer. On passerait d'un volume de transactions qui avoisinait les 45 000, 50 000 ventes à un volume de transactions plutôt entre 30 et 35 000, ce qui est le cas dans notre troisième trimestre. Sur les 9 premiers mois de l'année 2025, les volumes de vente sont proches de ceux de la même période en 2023, respectivement 94 630 ventes, 99 370 ventes, soit moins 5%. C'est dire que malgré tout, le marché immobilier reste un marché de logement, de se loger, et comme le primo-accédant n'est plus, c'est le secondo-accédant que l'on voit encore une fois comme principal acteur. Parlons volume et prix sur les logements anciens. Alors depuis 1 an, les volumes de vente sur 12 mois en Île-de-France progressent de 11%, sans tirer le prix vers le haut comme vous pouvez le constater sur ce graphe. Les volumes de vente augmentent lentement mais sûrement, tandis que les prix sont stables sur 1 an, plus 0,4%. Alors il s'agit d'une amélioration de la situation, mais elle demeure à des niveaux inhabituellement bas, 121 790 transactions enregistrées sur 12 mois. Plus particulièrement, l'appartement ancien Île-de-France. Qu'en est-il ? Eh bien, comme vous le voyez, le marché reprend des couleurs en volume, plus 10% en 1 an, avec 85 650 ventes enregistrées et des prix en légère hausse, plus 1,3% en 1 an. Le nombre des ventes entre le troisième trimestre 24 et le troisième trimestre 25 a progressé de 12%. Ces chiffres sont parfaitement en lien, sans doute, avec le contexte financier qui est légèrement plus favorable et, encore une fois, des prix plus adaptés également, donc des vendeurs résilients. Alors, si le nombre d'opérations bénéficie prioritairement d'un apport familial ou d'une aide, parlons de prêts familiaux ou de dons, cela permet aussi de justifier l'accroissement des consultations notariées dont nous subissons l'inflation dans ce domaine, pas uniquement pour l'immobilier, mais il est vrai que l'apport devient un élément catégorique du côté du financement bancaire. Quant au prix des appartements, ils s'établissent à 6 230 € mètre carré au troisième trimestre 2025. On ne parle plus de baisse annuelle des prix, mais de légère hausse, contrairement à ce qu'on avait pu vous indiquer au troisième trimestre 2024, où on enregistrait une baisse de 5,2% en 1 an, et les prix étaient à 6 150 €. Qu'en est-il de l'avenir ? Alors après une poussée estivale, saison oblige, les prix des appartements devraient peu évoluer dans les prochains mois, comme vous le voyez. D'après les indicateurs avancés, donc d'après nos avant-contrats, les prix des appartements anciens Île-de-France s'afficheraient à 6 200 € le mètre carré en janvier 26, soit une variation annuelle de 1,8%. Il est à noter que la variation brute en 3 mois enregistre une hausse de 1,9% en septembre, tandis qu'en janvier 26, elle serait en baisse de 0,6%. Évidemment, il est souhaitable que les prix soient plus baissiers, plus marqués. Cette baisse, certes, est insuffisante, mais elle permet de redéployer un petit peu de volume d'activité. Ça rassure. Et puis, si on ajoute à cela la solvabilité des acquéreurs grâce à un financement plus facilement accordé, forcément, on arrive à des volumes plus intéressants.
il nous semble à tous, de ce qu'on a pu ressentir, que le vendeur a désormais intégré qu'il fallait enregistrer une moins-value sur la transaction qu'il avait pu opérer il y a moins de 5 ans, ça c'est sans surprise, dans le cadre de la revente qu'il opère aujourd'hui. Donc il doit faire son deuil de rentabilité, puisque la rentabilité est désormais différente. Alors face à un marché tendu, d'ailleurs, tant au niveau locatif que d'accession à la propriété, la stabilité des prix va être désormais le signal d'un nouveau cycle. Parlons désormais des maisons anciennes en Île-de-France. Alors sur le marché de la maison, les volumes de vente continuent de progresser et là c'est un plus 15% qui est enregistré sur les 12 derniers mois, tandis que les prix baissent légèrement, à un rythme annuel de 1,3% et sont en hausse trimestrielle de 1,8%. Effet saisonnier oblige. Après avoir été plus impacté que le marché des appartements, on l'a dit de façon récurrente, le marché de la maison reprend lui aussi des couleurs comme l'appartement, mais encore mieux, puisqu'en son troisième trimestre 2025, la progression est de 17% en un an. Si l'on compare le troisième trimestre 24 au troisième trimestre 25, c'est plus 10% sur 2 ans si l'on compare le troisième trimestre 2023 au troisième trimestre 2025. C'est donc la preuve que l'idéal de la maison pour l'acquéreur demeure, à tel point que certains de nos confrères nous ont dit que par priorité, cet acquéreur voulant absolument une maison va parfois abandonner l'Île-de-France pour s'en éloigner, mais atteindre son objectif de l'acquisition d'une maison. Qu'en est-il des prix à venir ? Alors, malgré des prévisions qui font état d'une petite baisse d'octobre à janvier 2026, l'évolution annuelle des prix des maisons en Île-de-France pourrait être positif. Vous voyez, un plus 1,6% de janvier 25 à janvier 26. Et ça, c'est à noter, c'est une première depuis 3 ans. Je cède la parole à Charles qui va pouvoir traiter du marché immobilier sur Paris et la Petite Couronne. Merci Élodie. Bonjour à tous. Nous allons maintenant vous exposer l'évolution du marché immobilier à Paris et en Petite Couronne au 3e trimestre 2025. Pour le volume de vente à Paris, le nombre d'appartements anciens vendus a légèrement augmenté au cours des 12 derniers mois. Même si ces chiffres sont encourageants, il faut rester prudent. Avec environ 27 000 ventes sur les 12 derniers mois, les volumes de transactions restent encore très faibles. Les volumes sont proches de ceux que l'on a connus lors de la crise financière de 2012. Les prix de vente à Paris atteignent actuellement 9 700 € par mètre carré, avec une légère augmentation de 1,9% en un an. Pour mémoire, le prix au mètre carré des appartements parisiens avait atteint son maximum au cours de l'automne 2020 à 10 860 € par mètre carré, soit une baisse de plus de 10%. Sur le graphique de la projection des prix de vente à Paris, on peut lire d'après nos indicateurs que les appartements devraient légèrement baisser pour atteindre en janvier 2026 9 620 € par mètre carré. En dehors d'une légère hausse estivale, on constate peu d'évolution des prix depuis 2 ans, entre 9 500 et 9 700 € par mètre carré. Après ce panorama à l'échelle de la capitale, intéressons-nous aux prix selon les quartiers et les arrondissements. Sur la carte des prix au mètre carré, désormais, 3 arrondissements affichent des prix supérieurs à 12 000 € le mètre carré et seulement 6 arrondissements à moins de 9 000 € le mètre carré. Sans surprise, le 6e reste l'arrondissement le plus cher avec un prix supérieur à 14 000 € le mètre carré et l'arrondissement le plus abordable est le 19e avec un prix de 7 850 € par mètre carré. La Chapelle, dans le 18e, est le quartier le moins cher de Paris avec un prix de 6 780 € par mètre carré. On note par ailleurs que le quartier le plus cher de la capitale se situe dans le centre, à savoir le quartier Notre-Dame, avec un prix culminant à 15 850 € le mètre carré. Sur la carte d'évolution des prix à 12 mois, l'évolution est contrastée en fonction des arrondissements. Les baisses de prix se concentrent principalement dans les arrondissements centraux. Paris-Centre a perdu 5,6% en un an, alors que le 8e arrondissement connaît une augmentation de 10,8%. C'est inhabituel, ça, le 8e arrondissement de voir une progression aussi importante. Est-ce que tu as une explication ? Oui, tout à fait, Élodie. Donc, il y a 2 sujets de réponse à ce niveau. Tout d'abord, le 8e arrondissement dans le quartier Faubourg du Roule, qui avait connu une forte baisse l'an dernier. Donc, il s'agit d'un certain rattrapage de prix. Et également, deuxième niveau de réponse, il faut rappeler que le 8e arrondissement est l'arrondissement privilégié par les acquéreurs étrangers, puisque 22,5% des acquéreurs sont des étrangers,
contre 11,1% sur la capitale. Donc plus d'un acquéreur sur 5 dans le 8e arrondissement est étranger au sens de la nationalité. Poursuivons maintenant sur le volume des ventes en petite couronne sur la période allant du 3e trimestre 2024 au 3e trimestre 2025. Concernant les appartements, sur le graphique de gauche, l'activité a augmenté de 12% au 3e trimestre par comparaison au 3e trimestre 2024. Une augmentation à prendre avec beaucoup de prudence, car le volume de vente retrouve le niveau historiquement bas que l'on avait connu au 3e trimestre 2023. Cette reprise des ventes est tirée par le département des Hauts-de-Seine, plus 6% en 2 ans. Pour la Seine-Saint-Denis et le Val-de-Marne, le volume est resté stable par rapport au 3e trimestre 2023. L'augmentation de volume de la petite couronne au cours des 2 dernières années est semblable, peu ou prou, à celle de la capitale. Concernant les maisons, sur le graphique de droite, l'activité a également augmenté de 12% en 1 an. Quant au département des Hauts-de-Seine, il se distingue par une hausse particulièrement marquée, atteignant 25%, plus 25% en 1 an. Donc, en petite couronne, ce sont les Hauts-de-Seine qui tirent les chiffres vers le haut, en volume en tout cas. Tout à fait, Elodie. Concernant l'évolution des prix des appartements en petite couronne, les prix sont relativement stables, avec une légère hausse annuelle de 1,2%, hausse qui permet d'atteindre le seuil de 5 000 € par mètre carré au 3e trimestre. Le marché est légèrement en augmentation dans tous les départements, avec une hausse un peu plus marquée pour le département de la Seine-Saint-Denis, plus 2,2%. S'agissant de l'évolution future des prix des appartements, nos indicateurs avancés montrent que la projection des prix de vente en janvier 2026 devrait être sensiblement identique à ceux observés au 3e trimestre 2025. Le prix au mètre carré d'un appartement en petite couronne s'établirait ainsi en janvier 2026 à 6 040 € pour le département des Hauts-de-Seine, 4 810 € par mètre carré dans le Val-de-Marne et 3 790 € par mètre carré en Seine-Saint-Denis. Abordons à présent la dynamique des prix des appartements anciens en petite couronne. Parmi 12 communes de référence, notons par exemple à Neuilly-sur-Seine une évolution annuelle des prix à 2 chiffres, avec un prix de plus de 11 100 € par mètre carré. Ce 21e arrondissement, comme certains le nomment, dépasse les prix du 16e arrondissement et flirte avec les tarifs pratiqués dans Paris-Centre. Saint-Ouen a également le vent en poupe, avec une évolution des prix qui dépasse 10% en 1 an et un prix supérieur à 6 500 € par mètre carré. Un prix qui se rapproche des quartiers parisiens de la Goutte d'Or et de la Chapelle. Vincennes connaît également une augmentation de 3,9% avec un prix établi à 8 700 € par mètre carré, un prix identique à ceux pratiqués dans le 12e arrondissement de la capitale. Et enfin, la commune de Créteil bénéficie également d'une augmentation des prix de plus de 5% en 1 an. Les autres communes de référence voient leurs prix se stabiliser ou légèrement évoluer dans une fourchette de plus ou moins 3%. S'agissant des maisons en petite couronne, contrairement aux appartements dont les prix ont légèrement augmenté, le marché de la maison a subi une baisse de 2,1% en 1 an. Le département le plus baissier est celui des Hauts-de-Seine avec une baisse de 3,4% en 1 an et un prix de vente de 648 000 €. Celui du Val-de-Marne connaît également une baisse de 1,8% avec un prix établi à 393 000 €. Et la Seine-Saint-Denis connaît également une baisse plus mesurée de 1% avec un prix de 299 000 €. D'après nos indicateurs avancés, la projection des prix de vente en janvier 2026 devrait être relativement stable sur l'ensemble de la petite couronne. Pour les Hauts-de-Seine, tu nous as dit que le volume était important, on était à plus de 25%. Tout à fait. Mais alors pourquoi ces prix, justement, ça tire pas les prix vers le haut ? Finalement, ce qu'on peut constater, c'est que peut-être que la baisse des prix a permis de fluidifier le marché, puisqu'en effet, on a eu une augmentation de plus de 25%. Et cet exemple des Hauts-de-Seine démontre peut-être que le marché immobilier pourrait retrouver des couleurs si les vendeurs et les acquéreurs s'accordaient sur le prix le plus juste des biens immobiliers. Concernant l'évolution annuelle des prix de vente des maisons en petite couronne, parmi les communes les plus significatives, certaines voient leur prix repartir à la hausse. Rueil-Malmaison, plus 7,3%, Sucy-en-Brie, plus 9%. D'autres communes subissent une baisse de prix de 10%, plus de 10% pour Colombes, Fontenay-sous-Bois, Vitry-sur-Seine, Tremblay en France. Toutes les autres communes de référence voient leur prix stagner entre plus ou moins 5%. En conclusion, hormis un léger frémissement pendant la période estivale, l'activité reste toujours modérée, avec une consolidation des prix et des volumes au cours des 2 dernières années.
Les promoteurs, investisseurs et institutionnels sont bien moins présents dans nos études. On espère une reprise de l'activité immobilière sur l'année 2026, mais il convient de rester prudent. La valeur et les prix de vente constatés sur les 2 dernières années pourraient devenir la nouvelle normalité. Et le contexte politique et économique aura un réel impact sur l'avenir de l'activité immobilière. Je cède maintenant la parole à Yann afin qu'il vous présente l'évolution du marché pour la Grande Couronne. Merci Charles. Bonjour à tous. Nous allons donc maintenant vous exposer l'évolution du marché immobilier en Grande Couronne. Nous allons tout d'abord aborder les volumes de vente en Grande Couronne. Donc à l'instar de Paris et de la Petite Couronne, on constate une reprise des ventes des appartements avec une hausse des volumes de 11% en un an. Cette hausse constatée dans tous les départements de Grande Couronne n'est cependant pas uniforme, comme vous le constatez, 7% dans les Yvelines, 12% dans l'Essonne, 13% en Seine-et-Marne et 14% dans le Val d'Oise. La moindre hausse sur un an dans les Yvelines fait que ce département est le seul à encore constater une baisse des volumes de vente sur 2 ans, avec moins 3%. En ce qui concerne les maisons, le redémarrage du marché se confirme, avec des volumes de vente en hausse de 18% sur l'ensemble de la Grande Couronne. Là encore, cette hausse constatée dans tous les départements de Grande Couronne n'est pas homogène. 13% dans le Val d'Oise, 17% dans l'Essonne et en Seine-et-Marne et 25% dans les Yvelines. Quant au prix des ventes des appartements en Grande Couronne, on constate une stabilisation des prix, plus 0,2% entre le 3e trimestre 2024 et le 3e trimestre 2025, pour se placer à 3 230 € le mètre carré. D'après nos indicateurs avancés, comme pour les autres marchés, les prix devraient peu évoluer dans les prochains mois, avec un prix prévisionnel de 3 230 € le mètre carré en janvier 2026. Le prix au mètre carré d'un appartement en Grande Couronne s'établirait ainsi en janvier 2026 à 4 070 € dans les Yvelines, 2 930 € dans le Val d'Oise, 2 840 € en Seine-et-Marne et 2 830 € dans l'Essonne. Les prix au mètre carré standardisés des appartements anciens par commune en Grande Couronne. La stabilité sur un an est constatée dans tous les départements de Grande Couronne, avec une dynamique légèrement plus forte en Seine-et-Marne. Dans le détail, les prix au mètre carré des appartements sont marqués par une grande disparité entre les départements et dans les départements entre les communes. Ainsi, certaines communes voient leur prix augmenter notablement, 5,2% à Chelles, en Seine-et-Marne, 5,4% à Sartrouville dans les Yvelines et 6,9% à Meaux, également en Seine-et-Marne, tandis que d'autres voient leur prix baisser fortement, moins 8,9% à Palaiseau dans l'Essonne et moins 9,1% à Sarcelles dans le Val d'Oise. Versailles, malgré une baisse de 3,6% des prix sur un an, reste de loin la commune la plus chère, avec 6 340 € le mètre carré. Abordons maintenant les prix des maisons en Grande Couronne. Ces prix ont légèrement baissé, moins 0,9% entre le 3e trimestre 2024 et le 3e trimestre 2025, pour s'établir à 304 500 €. Cette baisse des prix est présente dans tous les départements de façon relativement homogène, autour de 1% dans la Seine-et-Marne, moins 0,8%, dans l'Essonne, moins 1,1%, et dans les Yvelines, moins 1,4%, alors qu'elle est quasi nulle dans le Val d'Oise. Les prix des maisons anciennes en Grande Couronne s'élèvent ainsi à 400 500 € dans les Yvelines, 306 900 € dans l'Essonne, 301 100 € dans le Val d'Oise et 256 800 € en Seine-et-Marne. D'après nos indicateurs avancés, les prix en janvier 2026 devraient croître de 2,1% sur un an sur l'ensemble de la Grande Couronne. On constate cependant une certaine disparité entre les départements. La hausse devrait ainsi être de 3,2% en Seine-et-Marne contre 1,1% dans les Yvelines. L'Essonne et le Val d'Oise augmenteraient en revanche de manière plus homogène, 2% pour l'un, 2,5% pour l'autre. En fait, tu ferais à peu près la même analyse que Charles concernant les Hauts-de-Seine, c'est-à-dire qu'on est dans un marché, là où un secteur de marché, la maison Grande Couronne, où les prix ont un petit peu plus baissé que les appartements, oui. Et en revanche, le volume, il est dans le plus. C'est exactement ça. C'est l'analyse que Charles a fait tout à l'heure était exactement ça. La baisse des prix a pu promouvoir justement une reprise et des volumes plus conséquents. Et a priori, c'est pas parce que ça a repris que dans nos prévisionnels, nos indicateurs avancés ne nous indiquent pas que les prix vont repartir, enfin ça ne va pas tirer vers le haut en 2026. Non.
ce n'est pas ce que l'on constate. Peut-être que le contexte joue. Hein. Oui, c'est possible. Ouais. C'est possible. Voilà, les prix des maisons Grande Couronne s'établiraient ainsi en janvier 2026 à 401 200 € dans les Yvelines, 310 200 € dans l'Essonne, 304 100 € dans le Val d'Oise et 260 500 € en Seine-et-Marne. Abordons maintenant les prix standardisés des maisons anciennes par commune en Grande Couronne. Tout comme pour les appartements, les prix des maisons sont marqués par une certaine disparité entre les départements et les communes. Comme vous le constatez, on constate ainsi entre le troisième trimestre 2024 et le troisième trimestre 2025 de fortes baisses. Par exemple, à Morsan-sur-Orge dans l'Essonne, moins 11,2%, à Cormeilles-en-Parisis dans le Val d'Oise, moins 9,2%, à Houille dans les Yvelines, moins 8,8%, et dans une moindre mesure à Saint-Leu-la-Forêt dans le Val d'Oise, moins 7,7%, et Conflans-Sainte-Honorine dans les Yvelines, moins 7,1%. Ces baisses sont, vous le voyez, plus conséquentes qu'ailleurs. D'autres communes voient leur prix se stabiliser, 1% à Savigny-sur-Orge dans l'Essonne, et d'autres communes voient leur prix augmenter, légèrement pour certaines, plus 3,4% à Brunois dans l'Essonne et à Herblay dans le Val d'Oise, plus 4,2% à Pontaut-Combault en Seine-et-Marne, plus fortement pour d'autres, avec 5,8% à Sartrouville et plus 13,2% à Plaisir dans les Yvelines. Donc on a un acteur qui est toujours l'utilisateur. Oui. Tu as la même analyse de dire que c'est plutôt le secondo accédant parce qu'il faut un petit apport, comme dirait l'autre. C'est exactement ça, on le constate sur les dossiers de prêt. Il faut un apport personnel, le financement intégral est toujours difficile. Et le terrain à bâtir, le terrain à bâtir, on ne le voit pas du tout, ou très peu. Le foncier sur les terrains à bâtir reste cher, essentiellement parce que les aménageurs ont acheté à un moment où les prix étaient encore élevés et souhaitent tirer les délais le maximum possible avant de comprendre qu'il y a lieu à baisser les prix. Donc c'est vraiment la maison ancienne qui tire son épingle du jeu. Alors, très clairement, le contexte. Très clairement. Oui. Et d'ailleurs, on vient en seconde couronne essentiellement pour la maison. Pour la maison. Raison pour laquelle le marché de la maison est plus dynamique. Bien sûr. Voilà. Donc une tendance semble se dessiner, une reprise des volumes et une stabilité des prix. Et là encore, comme l'évoquait Charles et comme tu l'évoquais Élodie, les contextes politiques, économiques, géopolitiques incertains rendent cette reprise incertaine. Après cette analyse, on a décidé de se concentrer sur deux petits focus. Un sur la solvabilité des acquéreurs que vous voyez maintenant de façon récurrente et quasi systématique. Et puis un deuxième, on s'est intéressé sur la vente de parkings isolés. Et puis en conclusion, on traitera un petit peu, on touchera du doigt ce que vous avez vu en communiqué de presse en octobre dernier, c'est la durée de détention, dont on a été très étonné autour de cette table de sa longueur, voilà, bon, bref, en adéquation évidemment avec les chiffres qu'on vient de vous donner. Alors le premier focus traite de la solvabilité des acquéreurs. Où en sont-ils, ces acquéreurs? On a dit que les primo-accédants, on ne les voyait plus beaucoup parce qu'ils avaient été fortement aidés par des taux d'intérêt bas, donc fatalement une solvabilité meilleure. Et on a eu évidemment une phase de durcissement après qui n'a pas facilité l'accès au crédit, mais encore une fois, note positive, on trouve que l'accès au crédit semble s'être fluidifié. Alors d'abord, on a une baisse des taux de crédit à l'habitat qui s'avère pour le moment assez modérée, certes, mais qui est là, donc ça peut toujours insuffler un bon vent en poupe. De 3,62% au plus haut en décembre 2023, on est à 3% en août et 2,97% en septembre 25, ce sont les derniers chiffres connus de la Banque de France. Et compte tenu de l'ampleur du choc de taux et de la baisse des prix accumulés, certes modérée, mais une baisse de prix, le mouvement d'amélioration de la solvabilité s'ensuit. La preuve en image, comme dirait l'autre, il est peut-être progressif, il est peut-être partiel, mais il est là, il a le mérite d'exister. La mensualité, elle avait atteint un pic à l'été 2023. Donc si on se compare à cette période, elle devrait reculer de 9% pour les appartements et de 10,9% pour les maisons à janvier 2026. Alors si on est un peu plus défaitiste, on se réfère à la période optimale de janvier 2022. Et là, la mensualité, elle a augmenté de 8,6% entre janvier 2022 et janvier 2026 pour les appartements et de 9,7% pour les maisons sur la même période. Ça permet aussi de regagner de la surface. C'est plutôt le chiffre de droite, enfin le graphique de droite,
qui vous l'illustre. Si on compare janvier 2022 à janvier 2026, pour les appartements, on a perdu 8,80 mètres carrés. Pour les maisons, pour les appartements, on a perdu 5,2 mètres carrés, c'est déjà pas mal. Et pour les maisons, 8,80 mètres carrés. En revanche, si on est un peu plus optimiste, on se compare à la période de septembre 23 à janvier 26. Et là, c'est 10 mètres carrés en plus pour les appartements et c'est 5,40 mètres carrés en plus pour les maisons. Donc tout ça est très positif. Alors, on doit reconnaître une facilitation des ouvertures de dossiers de crédit, plus souvent instruits, peut-être pas moins long à traiter, mais en tout cas avec plus d'échanges. Il y a moins de garanties, notamment de garanties hypothécaires réclamées, ce qui avait été un peu fort en poupe, notamment quand les périodes s'étaient trouvées un peu plus tendues. Et on voit apparaître de plus en plus de prêts relais. Et ça, je l'ai dit en propos introductif et je le confirme, c'est vraiment le gage de confiance du prêteur en un marché en quel il croit. On a toujours des apports qui sont assez conséquents et donc en défaveur du primo-accédant si ce primo-accédant n'est pas aidé autrement. Donc baisse de prix, ça ne suffit pas à compenser la double punition qui est une hausse du taux du crédit, alors en comparaison aux années passées, et une augmentation de l'apport qui est à réaliser. Ça, il reste toujours conséquent. Parlons des parkings. Alors, on a pu constater plusieurs choses. Tout d'abord, il est certain que le nombre de parkings suit un peu le volume des transactions de ces 20 dernières années en matière immobilière et donc de logement. Il est certain que le nombre de parkings vendus, en tout cas à ce jour, 2024, ces dernières années, a fortement baissé pour 3 raisons essentielles. D'abord, je viens de le dire, si le logement ne va pas très bien, en général, le parking est l'accessoire de la résidence principale, donc fatalement, la vente du parking s'ensuit et donc ne va pas très bien. La deuxième raison, c'est plutôt qu'on a une évolution dans l'urbanisme de la ville. Et la mairie de Paris, pour reprendre cela comme exemple, a favorisé une nouvelle mobilité, mais il n'y a pas qu'elle. Le vélo en libre service, le scooter électrique, les transports en commun. Et puis, le troisième constat qu'on a pu faire, c'est surtout la philosophie des ménages qui a radicalement changé, qui a souhaité abandonner une propriété du véhicule automobile pour préférer une location, un prêt ou des modes de partage, parlons du covoiturage. Alors les conséquences de ces 3 constats, c'est un recul généralisé des ventes de parking depuis 2000. On avait un taux d'équipement dans le secteur qui est déjà fortement en crise, un taux d'équipement de 32% sur Paris. Il était en 2022, en 90, il était de 46,3% et en Grande Couronne, il était de 80%. C'est vous dire que ce ne sont plus du tout les mêmes chiffres. La deuxième conséquence qui, renforce ce recul de volume de transactions des parkings, c'est que, par exemple, la mairie de Paris, et notamment M. Grégoire, s'était félicité de ce qu'on appelle la politique de la pince. Contraindre l'automobiliste à ne plus utiliser son véhicule, soit en défavorisant la circulation la plus fluide possible, soit en faisant en sorte que le stationnement soit plus pénalisé pour une voiture à essence plutôt qu'électrique. Et c'est ainsi que plus l'appartement est éloigné de Paris, plus la probabilité qu'il soit vendu avec un parking s'accélère, augmente. Si on prend le chiffre de 100 appartements vendus, sur Paris, on aura 14 parkings de vendus. Sur la petite couronne, on en aura 61, et sur la grande couronne, on en aura 89, sans grande surprise. Les ventes de parkings isolés, elles reflètent un marché qui est beaucoup moins fluctuant que celui des logements. Si on prend le volume de vente annuelle des parkings de façon isolée, on est entre 11 000 et 15 000 transactions sur 20 ans. Donc vous voyez, ça évolue pas beaucoup. Les prix des parkings évoluent également beaucoup moins que les appartements, plus 2,6% sur 10 ans, contre 13,9% pour les appartements. Si on étudie ce chiffre sur 20 ans, on est à plus 42,9%. Comme les logements, c'est la localisation qui va faire la faveur ou la défaveur d'un prix. Par exemple, lorsque l'on prend le prix médian d'un parking sur l'ensemble de l'Île-de-France, on est à 20 000 € en 2024. C'est stable depuis 1 an. 28 000 € à Paris, 22 000 € dans les Hauts-de-Seine. Et l'évolution des prix est limitée, comme les appartements. Néanmoins, exactement comme nous l'a signalé Charles tout à l'heure, les écarts sont notables suivant le quartier, le secteur ou l'arrondissement. Si je prends l'un des arrondissements les plus chers de Paris, le 7e arrondissement, le parking va s'afficher à 60 000 €.
en 2024. Si je prends un quartier plus abordable, et l'arrondissement par exemple du 19e, eh bien, le prix en 2024 du parking isolé va s'afficher à 17 000 €. C'est quand même le grand écart. En conclusion, que peut-on dire sur ce troisième trimestre de l'immobilier en 2025 ? Eh bien, comme attendu, la dynamique des ventes s'est confirmée sur ce troisième trimestre 2025 avec des volumes en progression. On reste encore une fois prudent, pas seulement par des formations professionnelles, mais toutefois, on a des volumes, comme on vous l'a présenté, qui sont très bas, qui nous laissent à penser qu'on ne peut pas parler de reprise. Ça me paraît très encourageant et très optimiste. En revanche, il faut que l'on considère que ces chiffres vont peut-être être la normalité, et ça sera donc notre zone d'activité désormais. Cette progression, elle est homogène selon les secteurs de marché. Et il y en a une, peut-être, ou un qui se tire un peu plus son épingle du jeu, on l'a dit, c'est la maison ancienne, qui est le produit le plus recherché en ce troisième trimestre 2025, et encore plus en grande couronne, comme l'a dit mon voisin. Alors, bien loin des chiffres post-Covid, on est désormais sur des volumes plus raisonnés, plus limités, et encore une fois, dont l'acteur principal sera le secondo-accédant. Pour une véritable reprise, il faudrait parvenir à revoir d'autres acteurs sur le marché immobilier que nous ne voyons plus. Les promoteurs immobiliers, les primo-accédants, avec une facilité sur le crédit, les marchands de biens ou les investisseurs particuliers qui ont déserté le marché locatif. Pour ce faire, il faudrait restaurer des aides fiscales d'accès à la propriété ou un dispositif type Pinel, ou alors encore un domaine d'éligibilité plus large pour le PTZ ou un PLU plus dynamisant. Le financement reste essentiellement le moteur de cette activité et le critère de solvabilité qui sera déterminant de cet achat et donc du volume de transactions enregistrées. Dès lors qu'on a un marché tendu, où la location devient encore plus difficile que l'accession à la propriété, le vendeur n'est plus. Il a intérêt à rester chez lui, à attendre, et peut-être à attendre soit une baisse plus sensible des taux, ou alors à se raisonner, c'est ce qu'on a expliqué depuis tout à l'heure, avec des prix plus stables, et donc à se mettre en adéquation avec un marché qui n'est plus, encore une fois, celui post-Covid. D'où la durée de détention. Donc, comme je le disais tout à l'heure sur notre communiqué de presse qui a été adressé en octobre dernier, on avait souligné que la durée de détention, sans surprise, s'était allongée. Elle a donc impacté ce marché. En 2024, en Île-de-France, la durée médiane de détention est de 13,7 ans pour les appartements, 15,8 ans pour les maisons. C'est 4 ans de plus pour les appartements et 3 ans de plus pour les maisons si on se compare à 2005. Donc c'est beaucoup. À Paris, la tension est à son comble. Donc, comme le marché locatif devient très tendu, l'accès à la propriété, et légalement, le potentiel vendeur va préférer rester dans les lieux, attendre, vérifier que son prix est plus en adéquation avec sa nouvelle opération à réaliser. Et donc, la durée de détention, là, a augmenté de 38% de 2005 à 2024. Sur la petite couronne et la grande couronne, on est sensiblement dans les mêmes eaux, à 36% cette augmentation. La durée de détention des maisons reste supérieure à celle des appartements, ce n'est pas une très grande surprise, en petite et grande couronne, et avec une progression plus modérée, plus 26% en petite couronne, plus 24% en grande couronne. Si la durée de détention a augmenté, c'est donc que ni le volume des ventes, ni le marché du logement n'épargne, et en tout cas est égratigné, et n'épargne celui qui souhaite se loger. C'est un marché qui devrait être en corrélation avec les besoins des Franciliens, ce qui n'est pas. Et nous espérons évidemment que ce volume va persévérer et que des prix vont rester le plus stable possible, avec, si possible, des taux d'intérêt qui permettraient d'améliorer encore une fois la solvabilité des acquéreurs. Je vous remercie de votre attention. La prochaine réunion, la prochaine conférence de presse aura lieu en 2026, soit le 26 février 2026. Et désormais, place aux questions. Petite question, ce sera pour toi, Charles. Sur Paris, qu'est-ce que tu peux nous dire des écarts de prix entre les arrondissements les plus abordables, les moins abordables? Ça évolue à la hausse, à la baisse, c'est moins, c'est mieux, c'est pire? Alors Élodie, c'est relativement stable. Donc, comme on l'a précisé précédemment, donc, les prix au troisième trimestre 2025 pour le quartier de la Chapelle est à 6 780 €, alors que pour Notre-Dame, le prix moyen se situe à 15 850 €. On a un écart de
9 000 € par mètre carré entre ces deux quartiers, un ratio de 2,34%. L'évolution de cet écart donc, se maintient au cours des 2 dernières années. Et finalement, pour un budget de 400 000 €, l'acquéreur parisien aura le choix entre acheter un studio de 25 mètres carrés dans le quartier Notre-Dame ou un appartement de 3 pièces d'environ 60 mètres carrés dans le quartier La Chapelle. Peu de transactions, mais très cher. Peu de transactions, mais très cher, tout à fait. Tu constates des écarts de prix accrus, toi, en Grande Couronne? Dans mon secteur, oui, parce qu'on a des biens de nature différentes et c'est toujours un peu délicat d'ailleurs de faire des prix au mètre carré selon la typologie des biens. Donc on a des écarts, oui, selon la qualité, l'isolation. Il y a des choses qui rentrent en ligne de compte sur une surface importante quand on achète une maison. On s'était dit d'ailleurs, quand on s'était vus tous, on s'était tous réunis, qu'il y avait, en tout cas psychologiquement, peut-être des tranches de prix qui semblaient être fatidiques pour le potentiel acquéreur. Oui, c'est le cas, mais je pense que c'est le cas aussi à Paris. On a tous constaté que, certes, les volumes reprennent, mais que les prix, il y a certains biens, certains niveaux de prix que l'on ne voit plus sur des produits un peu plus chers. Voilà, alors j'ai pas vraiment d'idée, mais dans notre secteur géographique, en tout cas dans cette partie des Yvelines, il est clair que les transactions au-dessus de 600 000 € sont extrêmement rares. Voilà. Pendant un petit moment, on nous s'était posé la question de savoir si le Parisien qui était parti en Grande Couronne sous l'effet Covid allait revenir. Est-ce qu'il y aurait un effet boomerang? Tu le vois pas, ça? Non, nous on ne le voit pas. J'ai compris de certains confrères d'Eure-et-Loir, parce que c'est pas très loin de chez moi, que eux le voyaient un petit peu. Effectivement. Ah oui, d'accord. Mais il fait bon vivre dans les Yvelines. Exactement. Autre question, voyons voir. Comment se porte le marché dans Paris et en petite et grande couronne? Alors, on va commencer par Paris. Et comment tu ressens le marché, toi? Comment je ressens le marché? C'est vrai qu'on a connu un marché beaucoup plus dynamique. Au cours des 2 dernières années, le marché est relativement stable, aussi bien en termes de prix qu'en termes de volume. Donc, à mon sens, on est peut-être sur une nouvelle normalité. Et en termes d'évolution, c'est vrai qu'on a eu ce petit frémissement au cours de l'été, mais aujourd'hui, on est arrivé sur des prix relativement stables. Et comme Yann, tu constates aussi dans la clientèle une espèce de prix plafond? Au niveau des prix plafonds, tout à fait. Donc sur Paris intramuros, les appartements familiaux où on pouvait encore dans les années 2018-2020 voir des acquéreurs acheter des biens avec des prix supérieurs à 800 000 € sont beaucoup moins présents. Et aujourd'hui, on va dire sur Paris intramuros, après il faudrait rentrer plus dans le détail des arrondissements et des quartiers, mais on va dire le prix plafond de 800 000 € est difficilement atteignable. Oui, c'est du ressenti, là, c'est pas des chiffres, absolument. Et en petite couronne, c'est sensiblement la même chose? Petite couronne, je sens qu'il y a une reprise d'activité un petit peu plus dynamique. On va dire, par exemple, pour citer l'exemple de la commune de Saint-Ouen, oui. On a aujourd'hui beaucoup de Parisiens qui vendent leur appartement sur la capitale pour acheter et gagner 1 ou 2 pièces supplémentaires sur Saint-Ouen. Donc on a un prix beaucoup plus dynamique. Et après aussi, en termes de ressenti, on a aussi un petit peu des plafonds aujourd'hui, des prix supérieurs à 600 700 000 €. On voit très peu d'acquéreurs sur la première couronne. Je parle pour les appartements. Et Yann, la grande couronne, comment se porte-t-elle? Ouais, c'est pareil, on a eu une impression avérée de mouvements plus dynamiques durant l'été jusqu'en septembre, et puis un ralentissement après coup. Là, on constate quand même, je trouve, c'est un peu en corrélation avec ce qu'on évoquait sur l'évolution des volumes pour le début de l'année. On constate une légère reprise, un peu plus d'activité en termes de volume sur les niveaux de prix. C'est ce que je disais à l'instant, on est quand même assez vite plafonné. Et moi, je suis dans une région qui est plutôt favorisée. Il y a d'autres secteurs en grande couronne où le prix maximum est bien plus faible, me semble-t-il. On parlait tout à l'heure du terrain à bâtir, ça fait l'objet d'une autre question. Du terrain à bâtir que tu voyais plus tellement, en tout cas l'achat du terrain unique par un particulier. Mais le neuf, le promoteur, tu le vois, il n'est plus? Il est inexistant. Comme ça, c'est radical. Oui, non, il n'y en a pas. Ceci dit, il y a un contexte électoral qui n'est jamais très favorable, mais il n'y a peut-être pas que ça. Non, il n'y a pas que ça. Alors, peut-être aussi que sur un marché plus atone, au regard des années récentes que l'on a connues, la promotion se focalisera peut-être à l'avenir à nouveau plutôt en première couronne et moins en deuxième couronne. On le voit, le dynamisme est porté par la vente de maisons, pas sur le collectif. Et la promotion, c'est plutôt du collectif. Et en petite couronne, tu vois
regain de la promotion immobilière? Au niveau de la promotion immobilière, on va dire le marché est totalement à l'arrêt. Les promoteurs aujourd'hui commencent à revenir en rentrant de nouveaux fonciers, de nouveaux terrains. Mais voilà, la problématique, c'est que la période électorale à venir va complexifier les choses en niveau d'obtention d'autorisation d'urbanisme. Donc, c'est des projets qu'on ne verra pas sortir avant au minimum 3 ans, voire 4 ans. Et la configuration des logements neufs vendus, est-ce qu'elle a changé? Parce qu'on parle de nouvelle normalité, nous, pour nos chiffres, mais est-ce que le promoteur, lui aussi, j'allais dire, il produit différemment? Le promoteur, aujourd'hui, il est obligé de s'adapter avec le profil et la capacité financière des acquéreurs et investisseurs. Donc, malheureusement, d'année en année, on constate que de plus en plus, la superficie des logements réduit pour qu'on arrive à trouver un prix le plus accessible pour les acquéreurs en fonction de la typologie. Et donc, finalement, on perd un petit peu de la qualité d'usage et d'habitation pour arriver à commercialiser au mieux les nouveaux programmes. Bon, j'ose pas te poser la question de neuf sur Paris. Pour ça, il faudrait du terrain. Inexistant. Pas d'autres questions? Eh bien, je vous remercie. Nous mettons fin à ce aux perspectives et à ce 3e trimestre 2025 pour cette conférence de presse du marché immobilier résidentiel ancien en Île-de-France. Et encore une fois, rendez-vous l'année prochaine, le 26 février, pour la prochaine conférence de presse sur l'immobilier. Merci de votre attention.